si Patricia elle est connectée sur son ordi, elle, on va connecter comme ça, ils vont voir la salle. Et moi, mon ordi, je suis connectée avec Martin, comme ça, s'ils veulent poser des questions ou quoi, je verrai. Tu vas voir Lorraine. Il y a Lorraine qui est là, elle est en train d'arriver, Lorraine. Coucou. Ça va? Ouais, t'es mal coiffée, tu veux pas? Salut Patricia. C'est drôle, il y a des gens qui arrivent de partout. Salut Patricia. Ah oui, c'est vrai, ça va être bien, ça va être bien. Et alors? Ouais, c'est vrai. Bien, je vous propose que nous commencions, de façon à ce qu'on ne se mette pas trop en retard. Bienvenue à tout le monde. Ravi de retrouver des visiteurs réguliers et puis quelques nouveaux, et j'espère qu'ils deviendront réguliers aussi. N'hésitez pas à être aussi prosélyte qu'il est possible et d'inviter à nous rejoindre les connaissances que vous pouvez sentir intéressées par ce qu'on essaye de faire avancer ici dans les échanges que nous avons. Alors, on commence aujourd'hui un cycle un peu différent de ceux que nous avons animés jusqu'ici, où ce n'est pas autour d'un thème qu'on vous proposera de nous réunir un certain nombre de fois, mais plutôt un système, on va dire, où nous ferons alterner des séances sur un thème, pour le coup, que nous proposerons, et puis d'autres où nous inviterons à discuter des personnes, collègues, qui, sur un autre thème ou une question qui sera choisie alors, organiseront ainsi une manière de mise en débat. L'idée étant d'aérer un peu les présentations, que ce ne soit pas forcément uniquement à partir des personnes d'Athémis que ça se passe, mais bien dans un échange, puisque c'est bien ces conférences, c'est ça qu'elles visent, animer une communauté de pensée et d'action à partir de contenus sur lesquels on puisse donc discuter. Alors, on a ouvert ce cycle, donc, sur le sujet dont vous avez eu le titre, le travail en quête de liberté. En effet, on observe, c'est pas tout à fait nouveau, mais aujourd'hui, une certaine actualité dans les structures qui font métier de s'intéresser aux questions du travail et de la santé, à se trouver confronté à des problèmes d'organisation du travail et de santé en interne. Autrement dit, on est un peu dans le syndrome du coiffeur chauve ou du chausseur mal chaussé. Enfin, il y a toute une série de possibilités qui donc n'est pas tout à fait originale, puisque l'expression même indique qu'il y a des antécédents, mais qui justifie qu'on essaye de faire un point pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des gens comme nous, tous, qui nous positionnons comme ayant une expertise sur les questions de l'organisation du travail, de la compétence, et puis de la santé qui s'attache à ça, se retrouvent dans un certain nombre de cas dans des situations difficiles. Alors on peut y voir, d'une certaine façon aussi, une preuve de la nécessité de notre propre métier. C'est-à-dire que ces questions-là, on ne peut pas facilement les traiter dans l'entre-soi. Et qu'il y a besoin d'un tiers, d'un autre professionnel pour aider à démêler des tensions qui, quand on les vit, sont un peu hors de portée des solutions de ce que ça concerne. Et que donc, les structures où on est confronté à ça, on rencontre exactement ce pourquoi on existe comme structure, c'est-à-dire la capacité qu'un tiers offre de dénouer des tensions internes et qui mettent ces structures dans la même nécessité d'aller chercher dehors, chez des confrères en l'occurrence, alors, des ressources pour aider à ça. Et si c'est ça qui se démontre là, on pourrait dire que c'est une vertu de la situation que de renforcer ce besoin du tiers, cette nécessité de la médiation dans des tensions qui sinon enferment chacun dans un face-à-face qui devient un peu une prison. Mais c'est peut-être pas que ça.
même si je pense qu'il y a de ça. C'est aussi peut-être l'écho des tensions propres du travail auxquelles les structures en question sont confrontées. Et que peut-être les questions qui se débattent à l'intérieur des communautés sur qu'est-ce que c'est que l'activité, quels sont ses rapports à la subjectivité, quel est le critère de pertinence des actions qu'on mène, quel est le registre de l'utilité ou de l'efficacité dans lequel on se sent partie prenante, eh bien ces questions-là qui ne sont pas réglées, qui ne peuvent pas l'être, mais qui sont parfois peut-être insuffisamment mises en chantier, maintenues ouvertes, se referment alors sur les équipes comme des espèces de rappel à l'ordre du fait que ces irrésolus, eh bien, ils ne trouvent comme issue que des tensions entre les personnes. Alors, à ce moment-là, ça vaut la peine de s'intéresser à ces affaires-là comme des symptômes, des questions sur lesquelles nos métiers se construisent. Donc, des tensions entre des postures expertes ou des postures cliniques, les rapports au marché, aussi bien internes qu'externes, autrement dit, les modèles économiques dans lesquels ça s'organise, la façon dont le métier s'organise du point de vue de ses critères d'appréciation, je disais, et puis l'organisation des métiers, dont on peut penser qu'il serait paradoxal que chez nous, on en enjambe un certain nombre de considérations. On sait bien que le travail, c'est l'activité, mais c'est aussi un emploi. Et que la question des rapports d'emploi ne sont pas exactement les mêmes que les rapports professionnels. Et que dans des organisations où on a beau faire le même métier, on n'est pas forcément dans le même emploi, et où les rapports de prescription entre un responsable et un collègue subordonné ne sont pas exactement la même chose que des relations entre des collègues qui seraient indépendants. Et que la question se pose vraiment de savoir jusqu'où on mène la réflexion sur ces affaires-là, ou comment, au contraire, on fait comme si on n'en parlait pas, ça allait de soi, ce sont des choses sur lesquelles on allait peut-être un peu trop vite. Moyennant quoi, on se retrouve avec des tensions où du côté des professionnels salariés, il y a de la récrimination, de la rancœur, du reproche, dans la façon dont on trouve que le métier est éventuellement malmené par des directions qui elles-mêmes ambitionnent, au contraire, souvent, de faire vivre le métier à travers des rôles qu'il faut bien y exercer aussi, de responsabilité, mais qui ont du mal à se traduire. Donc c'est de tout ça qu'on va essayer d'avoir quelques aperçus, et on s'est dit qu'une des façons de s'en saisir, sur lesquelles évidemment on reviendra, c'était de passer par les jeunes. C'est-à-dire ceux qui vont rencontrer ces questions-là en démarrant. Nous autres, quand on a gardé la capacité de jeunesse suffisante pour ne pas considérer que ce sont des affaires réglées, on est quand même dans un rapport pour les traiter qui n'est pas exactement le même que quand on démarre. Et il se fait que justement, l'actualité même des questions dont je parle expose plus particulièrement probablement les jeunes qui démarrent parce qu'ils ne sont pas outillés pareil. Mais en même temps, ils ont la fraîcheur du regard qui fait qu'ils sont moins encombrés par des solutions qui se sont installées jusqu'ici. Et alors, il se trouve que c'est l'actualité qui fait ça. On a la chance, ce qui nous concerne, d'avoir été dans une double actualité de jeunes professionnels qu'on a donc invités à venir ensemble pour témoigner de la façon dont eux, ils voient l'affaire et ce qui justifie les propositions et les orientations qu'ils ont prises pour essayer de trouver une issue plus originale que jusqu'ici. Alors, je dirais, dans l'ordre d'entrée en scène de la séance, on commencera avec les ergonomes. Il se trouve en effet que très récemment, un certain nombre de jeunes ergonomes ont sollicité la Société d'ergonomie de langue française, dont il se fait que je suis président encore quelques temps, pour quelques mois, pour rendre possible, aider à installer un groupe de travail qui voulait se pencher sur ces affaires-là, les questions qu'en tant que jeunes ergonomes, ils rencontrent dans la mise en place de leur métier, dans les structures où ils sont ou auxquelles ils voudraient accéder, ou au contraire, dont parfois ils voudraient sortir, selon. Donc c'est ce qui a été acté. On a trouvé la proposition extrêmement pertinente.
Et donc, autour d'un sigle qui s'appelle donc Jeunes pratiques en réflexion, il a été installée cette commission qui sera aujourd'hui donc présentée par Sarah Couillot, qui viendra tout de suite après moi, donc exprimer donc le processus qui a mené jusque-là et les questions qui se discutent de façon à mettre ça en débat. Et puis par ailleurs, dans le cadre même d'Athémis, a été mise en place une structure qui s'appelle PAGE, c'est-à-dire Projet Athémis Junior, dont vous aurez dans un instant aussi l'écho des raisons qui ont permis de le monter, des questions qu'on y traite et les problèmes qu'on continue d'y rencontrer, parce qu'évidemment, on n'imagine pas que ça règle tout. Ces deux expériences qui seront donc présentées devant vous feront donc la matière sur laquelle je vous invite à discuter. Ce sera une discussion qui sera animée par Sandro de Gasparo et qui sera introduite, cette discussion, après que les présentations des deux expériences auront été faites par Christian Duterte, qui fera une manière de point de conclusion et de relance, je dirais, de la question, de façon à ce qu'on ait les termes de la discussion que je souhaite que nous ayons donc de la façon la plus franche et la plus vive. D'avance, merci à tous. Sarah, c'est à vous. Donc, je vais introduire deux personnes qui sont avec nous normalement depuis le Québec. Donc en fait, on est trois, mais je suis toute seule devant vous ce soir pour vous présenter la création d'une nouvelle commission de la SELF qui s'appelle Jeunes pratiques en réflexion. Donc c'est une commission en fait qui a pour vocation de proposer des espaces d'échange sur la pratique de l'ergonomie, donc entre jeunes praticiens, pour pouvoir faire avancer nos pratiques ensemble. Donc il y a Martin Chadouin et Patricia Bélanger qui sont connectés. Donc vous les voyez pas, mais eux, ils nous entendent depuis le Québec. Et puis donc moi, Sarah Couillot. On fait la présentation alors à une voix, mais à trois en réalité. Donc cette commission, elle est toute nouvelle. En fait, elle a été créée là officiellement en début octobre lors du congrès de la SELF. Ce qui va vous être présenté ici, c'est vraiment le tout début de réflexion, début d'action. C'est vraiment encore en cours de construction. Non, je vais faire avec ça. Ça doit marcher. Donc en fait, comment c'est né cette idée d'échanger sur nos pratiques. On était donc dans un congrès d'ergonomie, et puis dans les couloirs de ce congrès, trois jeunes praticiens, on commence à échanger sur notre pratique pour essayer de comprendre ce que l'autre fait, etc. Et donc là, une de nous commence à évoquer une de ses interventions qu'elle était en train de terminer et sa volonté de nous la partager, donc pour répondre à des questions qu'elle se posait, mais aussi par plaisir de nous partager ce qu'elle avait pu mettre en place. Et donc on s'est mis de côté de ce congrès un petit peu, on s'est mis un peu à l'écart pour pouvoir débattre de nos pratiques et donc écouter ce qu'elle avait à nous présenter et échanger ensemble autour de ce sujet. Donc voilà, comment se passe notre travail et comment on peut échanger ensemble pour imaginer de nouvelles façons de travailler et de résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer. Et alors, ce moment d'échange, il s'avère qu'on a trouvé qu'il était très intéressant pour chacun de nous, autant pour celui qui racontait l'intervention que pour les autres, puisque ça nous parlait à chacun, ça nous parlait de nos propres pratiques. Et donc, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à reproduire la richesse de ces échanges, donc à plus grande échelle, et est-ce que ça intéresserait d'autres personnes de pouvoir échanger de cette manière-là? Et donc voilà, c'est l'idée qu'on a eue, si on pouvait rendre ce type d'échange plus global avec d'autres praticiens. Et donc on s'est dit, avant de continuer dans nos réflexions, on va aller voir les autres praticiens, les jeunes praticiens, pour comprendre quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans leur pratique. Est-ce qu'ils souhaitent en débattre? Est-ce qu'ils souhaitent qu'on crée un espace pour en débattre ensemble? Si oui, quelle est la forme que doit prendre cet espace? De quoi on doit parler, comment on doit en parler. Et voilà, donc on a été questionner différents jeunes praticiens pour essayer de mieux se représenter qu'est-ce que ça pourrait être comme type d'espace.
Et donc, ces jeunes praticiens nous ont fait part des problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans leurs interventions, de leurs questionnements, de leur volonté pour pratiquer autrement, pour agir différemment. Donc, je vais vous en présenter là quelques-uns des problèmes dont ils nous ont fait part. Alors, avant de rentrer plus en détail, alors je souhaite préciser que les problèmes qui vont être présentés là, donc c'est un début d'état des lieux, puisque c'est tout nouveau cette commission. Donc voilà, c'est un début d'état des lieux. Et aussi, chose assez importante, il me semble, de vous partager, c'est que les problèmes qu'on met en évidence là, les jeunes ergonomes qui nous les ont amenés nous ont tous fait part de leurs difficultés en interne de leur structure, de les faire remonter, ou alors dans les autres structures existantes, associations, etc. Et donc, ils n'ont pas trouvé d'espace pour pouvoir les faire remonter et en débattre. Donc, la commission Jeunes Pratiques, alors, elle a pour vocation de créer des espaces, mais aussi de faire remonter ces problèmes qui ne peuvent pas être remontés actuellement par les jeunes praticiens. Donc, on rencontre des problèmes notamment dans nos interventions. Alors, il s'avère que nos interventions, elles ne sont pas toujours ce qu'on avait imaginé. Et donc, quand on arrive sur le terrain, jeune praticien, on découvre un peu le vrai métier, qu'est-ce que c'est. Et donc, ce n'est pas toujours facile à vivre. Alors, notamment, on rencontre des contraintes dans certaines interventions. Donc, des interventions, je pense à celles qui sont notamment de courte durée, que peuvent rencontrer les praticiens qui interviennent dans les services de santé au travail, notamment. Et donc, comment faire pour pouvoir intervenir dans ces conditions et pouvoir bien faire son travail, faire la belle intervention qu'on souhaite réaliser pour vraiment aider l'entreprise dans laquelle on intervient. Autre type de problème, on intervient dans un contexte qui est multimétier. Et donc, comment on fait pour comprendre comment pouvoir collaborer avec les autres métiers avec qui on est amené à collaborer, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, qu'est-ce que nous, on peut leur apporter. Et donc, c'est pas toujours facile de trouver notre place dans ce contexte, même si on en a vraiment envie, voilà. Troisième thématique de questionnement et de problématique, il peut nous arriver de manquer de marge de manœuvre dans nos interventions, même assez souvent. Alors, notamment au moment de la reformulation de la demande, donc c'est le moment où on construit l'intervention. Alors, il faut savoir que les jeunes ne sont pas toujours impliqués dans ces moments-là, alors que c'est un moment qui est très important, puisque c'est celui où on prépare la pratique sur laquelle on va... la pratique d'accompagnement de l'entreprise avec laquelle on va travailler. Mais ce ne sont pas les seuls moments. Autres moments stratégiques d'un projet d'accompagnement, on n'est pas toujours intégré non plus. Et donc, du coup, comment faire pour bien faire son travail et aussi monter en compétences, puisque c'est une compréhension globale de l'intervention qu'on est en train de mener. Donc, comment pouvoir intervenir, monter en compétences dans ces conditions-là, ce n'est pas forcément évident. Autre thématique, il nous arrive d'intervenir sur des thématiques qui ne sont pas faciles, notamment risques psychosociaux, suicide au travail. Et quand on est jeune praticien, c'est pas facile. On arrive le soir d'une journée d'entretien auprès de personnes qui vont mal. Et comment faire pour pouvoir prendre du recul alors qu'on se retrouve tout seul face à cette situation-là. Donc ça, c'est un autre problème. Comment faire pour nous être bien alors qu'on est amené à intervenir dans des entreprises où ça ne va pas bien. Et ce n'est pas facile à gérer. Donc ça, ce sont des problèmes alors nous, on rencontre tous les praticiens en ergonomie ou autres disciplines qui interviennent dans la santé en travail peuvent les rencontrer. Mais il s'avère que nous, ça nous touche un peu différemment, étant donné que notre apprentissage se construit en même temps qu'on pratique. Et donc, du coup, on doit chercher à se rassurer nous-mêmes pour des choses pour lesquelles on n'est pas du tout sûr. On est plein de doutes. On a des outils, mais on a encore besoin d'en construire. Et donc, il faut qu'on soit en même temps, on cherche à se rassurer et en même temps qu'on cherche à développer très rapidement des outils, des méthodes pour quand même accompagner les entreprises et bien faire le travail qu'on a envie de faire. Alors, voilà les problématiques qu'on rencontre. Alors, il s'avère que l'exercice de notre métier pourrait nous aider dans la résolution de ces différentes problématiques. Il s'avère en fait que ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup nous ont fait part d'un manque de compagnonnage dans les structures dans lesquelles ils sont. Ils peuvent se retrouver assez seuls ou en tout cas en manque d'espace pour parler concrètement de leurs interventions et des problèmes qu'ils y rencontrent.
voire même, certains nous ont évoqué la sensation d'isolement professionnel, et donc vraiment de se sentir seuls dans la pratique de leur métier. On a aussi évoqué avec les jeunes praticiens le fait qu'il y a des espaces autres qui existent, type les congrès, etc. Alors, ils apportent à nos pratiques, tout le monde a été clair là-dessus dans les échanges qu'on a eus avec eux, mais par contre, ils ne suffisent pas pour répondre aux problématiques qu'on vient d'évoquer là. Alors, du coup, désolée là pour le tableau un peu noir qu'on est en train de dresser. Ce qui est important de souligner maintenant, c'est que même si tous nous ont fait part de difficultés, tous ont envie de continuer à exercer ce métier. C'est un métier qui nous tient tous à cœur. On a envie de bien pratiquer l'ergonomie. On a envie d'exercer ce métier qui vise à accompagner les entreprises, mais on y rencontre des problèmes. Et donc, on ne veut pas s'arrêter là et on veut essayer de trouver des solutions ensemble pour pouvoir continuer à bien l'exercer, trouver les outils, les méthodes qu'il nous faut, les façons d'exercer pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Alors d'où, du coup, l'idée ce qui a confirmé l'idée initiale du besoin de créer un espace pour pouvoir échanger sur nos pratiques. Donc un espace qui soit entre pairs, entre jeunes praticiens, et qui nous permette, en petits groupes, donc d'amener nos interventions et d'échanger sur ces interventions pour trouver d'autres façons de faire et essayer de résoudre collectivement nos problématiques. Alors face à ce constat-là, en fait, comment s'est créé de ce constat-là à la création d'une commission de la CELF? Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé interroger la CELF pour leur présenter donc, cet état des lieux et l'idée qu'on avait de créer un espace de discussion sur la pratique. Et donc, ils nous ont soutenus dans le projet et donc, ils nous ont proposé de créer une commission, la commission Jeunes Pratiques en Réflexion. Et alors, je vais vous présenter là rapidement quels sont comment va être structurée cette commission, ce à quoi elle va servir. Donc, tout d'abord, l'objectif principal de cette commission, c'est d'échanger, partager, débattre sur nos propres pratiques. Donc, concrètement, ça veut dire ramener des exemples d'intervention, ramener les problèmes qu'on y rencontre et en débattre collectivement. Deuxièmement, c'est sur la base de ces problèmes et de nos interventions, d'essayer de construire ensemble nos façons de pratiquer, donc nos jeunes pratiques, nos outils, nos méthodes, nos façons de faire, et donc de s'aider mutuellement pour pouvoir les construire. Alors, la construction des pratiques, c'est un enjeu important, alors, notamment en France, mais je vais faire aussi un tout petit point spécifique pour le Québec, où vous devez probablement savoir que l'ergonomie, là-bas, a aussi des difficultés à s'implanter, et notamment l'ergonomie de l'activité. Et donc, c'est très difficile pour les jeunes praticiens de pouvoir implanter leurs pratiques face voilà, alors que dans le paysage, il y a d'autres façons de faire de l'ergonomie, type human factors, etc. Donc, comment faire pour pouvoir faire de l'intervention ergonomique dans un contexte où c'est encore moins développé. Et dernier objectif de cette commission, c'est de nous aider à développer notre réseau, puisque c'est là où on trouve les ressources, quand ça va pas bien, quand ça va bien, bref, les ressources pour pouvoir exercer notre métier. Alors, cette commission, elle est entre jeunes à la base, donc il y a certaines questions qui vont pouvoir être mises en évidence par les jeunes et être résolues directement entre jeunes praticiens. Donc ça, c'est une première boucle possible de réponse de questions. Mais aussi, elle cherche à s'inscrire dans un paysage plus large de praticiens plus expérimentés et d'autres institutions ou associations. Et donc, il y a certains problèmes où, quand ce sera opportun, on va se diriger vers les autres associations ou institutions pour essayer de les résoudre avec elles, voir si ça pourrait nous aider de le faire collectivement. Et également, pareil, avec les pairs plus expérimentés sur certaines thématiques, pouvoir les consulter pour qu'ils puissent nous aider à nous éclairer dans les questionnements qu'on peut se poser. Donc voilà comment s'inscrit la commission dans le reste du paysage actuel. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2014-2015, donc sur cette première année de mise en place de cette commission? Alors tout d'abord, on a lancé une page Facebook et un groupe LinkedIn.
Alors, parce que ça fait cool d'être connecté, c'est pour ça. Non, mais en fait, on s'est dit que c'était un moyen de pouvoir facilement regrouper les jeunes praticiens ou les praticiens qui souhaitent nous aider ou collaborer avec nous, d'être tenus informés de ce qu'on fait. Et donc là, sur la page Facebook qu'on a lancée en octobre, on l'a lancée en octobre, il y a 110 abonnés déjà. Sur le groupe LinkedIn, il y en a 65. Donc, ce qui nous montre en tout cas qu'a priori, ça peut servir à quelque chose, on espère. Et on a lancé autre chose, en fait, parce que la vocation, c'est de répondre aux problèmes que se posent les jeunes praticiens. Donc on a lancé un sondage sur Internet pour qu'ils puissent remonter les thématiques qu'ils souhaiteraient qu'on traite dans ces journées, puisqu'on va mettre en place, en fait, 3 journées sur l'année 2015. Donc ça va être des journées en petits groupes de praticiens, et on va sélectionner donc une thématique parmi celles qui auront été transmises par les praticiens. Et on va essayer de la résoudre collectivement, mais sur la base de nos propres pratiques. Donc voilà l'état des lieux où on en est. Merci à tous. C'est ça, c'est les débuts, ça fait partie de l'apprentissage. Donc voilà, donc je vous disais, donc je suis Morgane Lameron, un membre de Page, donc à mes côtés Anna Charbonneau qui est membre de Page aussi. En réalité, on est 2 à vous présenter le projet aujourd'hui, en réalité on est 6. Donc voilà, on va vous faire la présentation de Page aujourd'hui. Dans un premier temps, vous parler un peu de ce qui nous a amené à monter ce projet. Et dans un second temps, Anna vous expliquera plus en détail ce qu'on fait aujourd'hui et ce que nous apporte concrètement Page. Donc en fait, tout a commencé par une rencontre dans un master pro. C'était il y a 2 ans. Donc c'est le master 2 de Paris 7 qui forme des chargés d'études et consultants socio-économiques. C'est un master qui se fait en apprentissage, c'est-à-dire qu'on est 3 jours en entreprise et 2 jours en cours. Donc en fait, on apprend et on exerce des métiers de chargé d'études et de consultant, que ce soit en entreprise ou dans des collectivités publiques. Donc on s'est rencontrés, on avait tous des parcours différents, on vient soit d'économie, de sociologie, de droit ou de philosophie. Donc on s'est rencontrés, on avait parmi les cours qu'on avait, on m'entend pas parmi les cours, ok. Donc on avait un séminaire de méthodologie de la recherche qui était animé par Christian Dutertre. Et en fait, rapidement, donc ce cours, rapidement, on a commencé à parler de nos expériences en entreprise et donc à échanger sur ce sujet avec Christian Dutertre qui est ici. Et ce cours s'est un peu transformé en un espace de débat et d'échange et d'analyse de nos situations de travail. On a identifié un certain nombre de points qui pouvaient faire obstacle à notre épanouissement dans le travail. Donc, parmi ces points, on éprouvait tous un certain manque de sens au travail, qu'on liait à la segmentation des tâches, donc qui est à l'œuvre souvent dans les études. C'est par exemple le fait que les juniors soient sur le terrain et les seniors soient plutôt sur la phase analyse. On jugeait cette segmentation des tâches peu enrichissante et peu utile. Parce que quand on est sur le terrain, on observe un certain nombre d'informations. Et séparer analyse et terrain, ça nous semblait assez illogique. Il y avait aussi les thématiques de travail qui ne nous intéressaient pas forcément, ou alors qui étaient éloignées de notre formation ou de nos compétences. Il y avait aussi l'absence de retour d'expérience. Donc, c'est un peu l'idée de se poser, de voir où on en est, où on va, comment on le fait, les méthodologies de travail. Pouvoir en discuter, mettre en débat les méthodologies, notamment pour parler de cette idée de segmentation des tâches. Et donc, ce qui va de pair, on éprouvait un écart entre les prescriptions et ce qu'on considère être un travail bien fait. C'est-à-dire souvent, on n'arrivait pas à sentir qu'à aller
au bout de ce qu'on avait envie de faire et d'avoir le sentiment de bien travailler comme on le souhaitait. Et c'était en partie donc, avec le choix des méthodes de travail et les critères de qualité. Ça peut être, pour donner un exemple, pour ce qui est une retranscription, une retranscription bien faite, c'est une retranscription dans laquelle on pourra retranscrire les hésitations dans le discours, les blancs, etc. Et en général, en plus, c'est une activité qui est souvent confiée aux juniors et on n'a pas le temps, c'est quelque chose qu'il faut faire très vite et un peu bâclé. Et on trouvait ça souvent dommage. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Il y avait aussi un cadre de travail trop contraint, avec des horaires, des lieux de travail quotidiens qui ne nous paraissaient pas forcément utiles pour notre métier. Et aussi pour le travail en lui-même, qu'on avait envie de choisir aussi les moments où on n'est pas performant de la même façon toute la journée, et pas tous de la même façon. Et c'était aussi l'idée de pouvoir choisir, avoir la liberté de choisir les moments auxquels on a envie de travailler et les lieux dans lesquels on a envie de travailler. La hiérarchie aussi pouvait nous apparaître comme un obstacle, puisque on avait repéré certaines difficultés à manager et à faire appliquer des règles qui ne sont pas forcément très cohérentes. Et des déviances aussi liées au pouvoir, à la concentration de pouvoir, et au fait que le pouvoir n'est pas forcément partagé ni débattu. Et voilà, et plus globalement, pas ou peu d'espace pour discuter du travail, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Et je pense que c'est aussi pour ça, on pense tous, que c'est ce qui nous a poussé aussi à investir cet espace de cours pour parler du travail. Voilà, donc malgré toutes ces difficultés, on a décidé de ne pas en rester là. Et on a eu la volonté de fonder notre propre structure. Donc au départ, c'est pas vraiment évident et on s'est dit que c'était quelque chose d'assez utopique. Et bon, toujours en discutant dans ce séminaire, en discutant avec Christian, parce qu'on était jeunes, peu expérimentés, ça nous paraissait un peu difficile de monter cette structure. Et donc, on en a parlé à Christian, qui a trouvé l'idée très intéressante. Il en a ensuite parlé à Thémis, et on a été donc soutenus par l'équipe à Thémis pour monter ce projet. Donc voilà, finalement, Page s'est constitué comme un collectif de jeunes. Donc on réalise des études dans le domaine des sciences sociales, et donc on est regroupés, on fond sous une bannière commune qui s'appelle Page. Voilà. Je passe la parole à Anna, merci. Morgane a évoqué les obstacles. Maintenant, moi, pour ma part, je vais essayer de vous décrire un peu comment on a pu surmonter ces obstacles-là. Et du coup, ce qu'on a mis dans Page, donc un peu nos idées, nos valeurs qu'on a voulu mettre dans ce projet. Déjà, la première chose, c'était de faire que chacun et chacune soit une ressource donc, pour le collectif. Donc face à l'obstacle, face au problème de hiérarchie qu'évoquait Morgane, nous, on a voulu vraiment que notre structure soit organisée de manière horizontale, c'est-à-dire qu'il y ait une répartition égale pour chacun des membres, et que tout le monde ait des responsabilités à l'égard du collectif. Donc concrètement, finalement, dans Page, ce qu'on a voulu, c'est qu'il n'y ait pas de chef, tout simplement. La deuxième idée qu'on porte pour ce projet-là, et qu'on vise, c'est le choix de nos thématiques, donc dans les études et dans les interventions futures. Donc on essaye de choisir des thématiques qui nous tiennent à cœur. J'en parlerai ensuite après. Face à l'obstacle qu'on évoquait précédemment, sur cette segmentation des tâches, on a voulu que chacun et chacune des membres suivent l'étude ou la mission de A à Z.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Page maintenant a 1 an. Ça fait 1 an qu'on a créé cette structure. Et du coup, pour l'instant, on réalise finalement seulement des études. Mais justement, dans ces études-là, on essaye donc quand je dis de A à Z, c'est d'essayer de choisir donc, des appels d'offres qu'on trouve intéressants. Ensuite, si on les gagne, de réaliser l'étude et de faire la restitution. Donc, ce qu'on avait du mal à faire en fait dans nos entreprises et dans d'autres structures. Pour nous, en fait, dans ce dont on avait un peu peur, en fait, et c'est pour ça qu'on a créé Page, c'est qu'on se disait que finalement, pour nous, la fin des études ne marquait pas le temps de la formation et qu'on avait vraiment envie de continuer toujours à se former à nos disciplines. Pourquoi pas d'ailleurs apprendre de nouvelles comme l'ergonomie. Et du coup, l'idée, c'était de collaborer justement avec Atemis pour avoir ce partage de compétences et vraiment de collaborer avec eux pour apprendre et apprendre encore. Et ça, en fait, pour nous, ça nous permet une meilleure intégration dans la vie professionnelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire. Finalement, avec ces idées, ces valeurs qu'on a mis, pour nous, c'était de réellement redonner du sens à notre travail qu'on avait parfois, qui nous semblait éloigné lors de nos apprentissages et qui était pour certaines d'entre nous une souffrance. Voilà, donc là je vais passer donc comme je vous disais, ça fait 1 an. Ce qu'on fait donc dans Page, c'est qu'on réalise donc des études. Pour l'instant, peu d'interventions, mais ça va venir. Donc des études liées au travail, à la santé et au développement durable, vraiment au sens large. Voilà, après le discours de Sarah, ça fait vraiment écho parce que nous aussi, on a voulu constituer un réseau de jeunes parce que, comme l'expliquait Morgane, il nous manquait ces espaces de délibération. Parler travail, on le faisait, mais de manière très informelle, après le boulot, autour d'un verre, mais on voulait vraiment aller plus loin. Donc, on a constitué un réseau de jeunes qui débutant leur vie professionnelle, donc pour mettre ces questions liées au travail en débat. On s'est dit que c'était vraiment dommage de le faire vraiment juste au sein de Page et on voulait l'élargir auprès de jeunes qui rencontraient aussi les mêmes difficultés que nous. On a aussi dans Page des souhaits sur des projets de recherche à mener en interne sur des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Comme les jeunes et le rapport au travail, la notion de qualité dans les services, le travail en journée, voilà, plein de projets de recherche. Dans nos activités, on met bien encore une fois tout ce qu'on fait avec Atemis, donc c'est-à-dire des participations à leurs réunions de travail. On suit aussi les conférences, on y assiste, on se forme encore à la doctrine et à toutes ces notions sur l'économie de la fonctionnalité. On participe aussi alors en mode petite souris à des interventions de consultants d'Atemis. Donc, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de les suivre sur le terrain, toujours dans cette idée de se former au métier de consultant. Donc, on a matérialisé ça aussi, toutes nos activités sur la toile Internet, puisque nous aussi, on trouvait que ça faisait cool. Et nous aussi, on a un petit LinkedIn. Alors, on a moins de membres que vous.
Et on a du coup aussi créé, on a des compétences internes assez fortes pour ça, pour créer un site web. Donc on répertorie justement nos activités et puis nos projets. Voilà. Je vais terminer pour conclure sur les difficultés, sur les apports en fait, que peut apporter ce genre de structure qui pour nous non pas est en opposition avec des structures classiques, mais en tout cas qui est, nous on pense, qui est différent de structures d'entreprises assez classiques. Alors les difficultés, la première c'est qu'effectivement c'est difficile aujourd'hui de vivre du métier de chargé d'études et de consultant dans Page. Donc c'est difficile de générer une activité à temps plein. Voilà, ça vient petit à petit, mais on a ces difficultés-là. La deuxième difficulté, c'est qu'il y a aussi des difficultés à avoir cette organisation horizontale, puisque c'est effectivement difficile de se dire qu'il n'y a pas de chef et qu'on a tous des responsabilités à avoir envers le collectif. Donc ça concrètement, ça amène à toujours mettre en réflexion ce qu'on fait, nos méthodologies, nos attitudes, la répartition aussi de l'activité qui fait complètement écho en fait, au fait de ne pas avoir pour tous une activité à temps plein dans Page. Donc finalement, cette difficulté, elle met en garde en fait pour ne pas retomber dans les travers ou dans les obstacles qu'on voulait en fait ne pas... Enfin, en tout cas, on ne veut pas retomber dans ces travers-là. Et du coup, ce genre de réflexion nous incite à être très très vigilants et très très vigilantes pour que cette organisation horizontale continue. Et donc je conclurai en fait avec finalement avec ce que ça nous a apporté et ce que ça nous apporte. Donc 3 éléments pour nous importants. Comme je disais, on a créé notre structure. On est donc confronté à des difficultés. Et du coup, ça nous sert à quoi ? Ça fait un peu un effet miroir, puisqu'en fait, ça nous sert à appréhender et mieux comprendre les modes d'organisation en entreprise. Finalement, Page, c'est comme un petit laboratoire où nous aussi, on expérimente les organisations dans les structures classiques. Le deuxième élément d'opportunité, donc ce qui nous renforce, c'est que pour nous, Page, ça suppose l'autonomie et toutes ces réflexions autour de l'autonomie. Et c'est réellement pour nous un projet émancipateur. Alors, l'autonomie, c'est aussi choisir nos collaborations. C'est aussi choisir de travailler avec qui on veut, avec des doctrines qui nous paraissent en tout cas proches de ce qu'on veut faire aussi. Et donc c'est aussi choisir de travailler avec Athemis. En tout cas, voilà, Page reste un projet émancipateur. Et dernier élément, on est 6 membres de Page. Donc ce collectif, pour nous, c'est réellement une valorisation de soi. Le collectif porte chacune de nous autour de ce projet-là. Donc voilà, et j'espère pour longtemps. Merci.
Alors comme vous l'avez compris, en réalité, moi j'ai été mêlé aussi à cette affaire. À vrai dire, j'étais mêlé puisque nous étions dans le même master. Et je veux dire, c'était pour moi une expérience particulièrement intéressante, mais en même temps très interpellante. Le premier point, c'était dans ce master, c'était un séminaire qu'on appelait de recherche. C'est-à-dire ce séminaire, il cherche à exposer les conditions dans lesquelles les intervenants, les consultants, peuvent, dans leur intervention, garder une posture de recherche, soutenir une posture de recherche. Ce qui, effectivement, met le métier en décalage par rapport à les pratiques habituelles des consultants, qui sont plutôt dans le conseil, dans les recommandations, et qui ont des difficultés à énoncer avec leurs partenaires, leurs clients, les questions qui font recherche. Le consultant, il a les solutions, généralement. Et donc, il apporte des solutions. Très souvent, les solutions ne sont pas là. La question, c'est d'abord de construire le problème et ensuite de cheminer ensemble pour essayer de trouver des voies possibles pour nos partenaires dans les interventions. Et ce séminaire, donc, cherchait à cultiver, à revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une posture recherche lorsqu'on devient consultant. Et comme c'est une posture difficile, la première chose qui est instaurée dans ce master, c'est que c'est volontaire. Et ce qui fait que moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai recueilli parmi la vingtaine des étudiants 6 volontaires. Ah oui, c'est presque déjà un groupe de pairs. Parce que c'est déjà des volontaires qui, à l'intérieur d'une pratique d'apprentissage, c'est un master en apprentissage, donc comme l'expliquaient Morgane et Anna, c'est 3 jours en entreprise, 2 jours à l'université. C'est dans cette pratique d'apprentissage, on est déjà là dans un petit groupe qui sont déjà reconnus, mais intrigués par cette notion, mais qu'est-ce que c'est que cette posture de recherche ? Effectivement, cette posture de recherche, elle invite dans son déroulement à la fois à essayer de comprendre ce qui se joue chez les partenaires, chez les clients, les futurs clients, mais ce qui se joue aussi en miroir, en résonance, dans l'entreprise, à la mesure où ce qui se joue pour elle, dans l'entreprise, permet de comprendre ce qui se joue dans l'entreprise cliente. Et donc ce séminaire de recherche donne des éléments de compréhension méthodologique, conceptuelle, sur ce qui se joue pour elle et eux, parce que c'est mixte. Hein. On a deux jeunes femmes ici, mais il y a d'autres hommes dans Page. D'ailleurs, c'est 3-3, hein, si je ne me trompe pas. C'est 3-3. Hein, parité impeccable, hein. Pas faire mieux. Eh bien, comment dirais-je, c'est un processus qui réinterroge sa propre pratique professionnelle. On y tient beaucoup à Thémis. C'est l'idée que dans le métier, y compris dans la performance de l'entreprise, se jouent des enjeux de réflexivité. Et on a revu, à travers ce que tu disais, je me permets de tutoyer sans se connaître vraiment, mais c'est pas grave, tutoiement facile, des processus et la nécessité de revenir sur son expérience, et de revenir sur l'expérience des clients. Et c'est un investissement, revenir sur l'expérience, faire des retours d'expérience, débattre de ce qui s'est joué, des problèmes qu'on rencontre. C'est un investissement. C'est un investissement qu'on appelle immatériel dans nos concepts académiciens, pour venir dans la doctrine qu'on développe. C'est un investissement immatériel pour les clients, lorsque les clients, c'est-à-dire les entreprises de prix ou les organisations de manière plus générale, dans les organisations dans lesquelles nous intervenons, mais c'est aussi ensuite un investissement pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes au sens de la structure d'intervention, de la structure de conseil. Et on voit bien qu'ici se joue la nécessité de mettre en place ces espaces de délibération et de retour d'expérience. Donc c'est posé la question, pour moi, de créer ensemble une innovation, finalement une innovation organisationnelle. Essayer d'inventer quelque chose de nouveau qui leur permette de ne pas rentrer dans le système du salariat, donc de se mettre, ou en tout cas partiellement, parce que certains le sont, dans Page, soit à mi-temps, soit à plein temps, mais dans un rapport un peu particulier. En tout cas, de mettre à distance la question du salariat dans sa forme classique, c'est-à-dire les rapports de subordination dans une forme classique, créer un espace dans lequel ces personnes pourraient, ces étudiants pourraient mettre à distance ce rapport de subordination et en même temps progresser dans leur professionnalisation. Et
C'est là où a émergé cette idée de page qui est finalement, de mon point de vue, un peu une innovation. En tout cas, pour moi, c'en est complètement. On rentre dans quelque chose qui n'est absolument pas tracé, dans une expérience entièrement nouvelle et qu'on construit ensemble. Alors, derrière, c'est quand même un point important parce qu'il me semble que dans le débat, de manière plus générale, sur le travail, la capacité de revenir dans le salariat sur ce rapport de subordination, c'est quand même une question importante, hein, dans laquelle je suis sûr, vous, les uns les autres, que ce soit dans des situations publiques ou dans des situations privées, vous avez été confrontés. Alors, dans un rapport de subordination, il y a quelque chose malgré tout de confortable, parce que l'entreprise, quand on y rentre, assure, en tout cas pour un certain temps, l'emploi. Derrière un revenu. Donc il y a une dimension importante dans le salariat qui est de garantir à la fois un emploi, au moins pour un certain temps, alors plus ou moins long, mais au moins un certain temps, un revenu et un revenu indirect, c'est-à-dire des... Ah, ça a lâché là. Sinon... Voilà. Un revenu indirect, donc des prestations sociales. Donc on voit bien que le salariat offre sortir de cette situation, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait ensemble ou partiellement, c'est risqué. Donc la question qui est posée derrière, c'est comment peut-on collectivement, elles, ces personnes, et nous, en appui, créer les conditions dans lesquelles quelque chose se réassure. Les problèmes sont encore devant nous, hein. Et là, comme l'on dit tout à l'heure, c'est encore une difficulté de trouver un niveau d'activité qui soit satisfaisant sur le plan du revenu pour elle. Donc, il y a, si vous voulez, ça c'est la première question. Comment, lorsque l'on met à distance la question du salariat, remplir la fonction positive du salariat, qui est cette garantie d'activité et de revenus. Alors, plus ou moins garantie aujourd'hui, mais malgré tout quand même, pour un grand nombre de personnes, garantie. Le deuxième point qu'on retrouve un peu partout, c'est que, en contrepartie du salariat, c'est-à-dire de l'acceptation du salariat, bien entendu, derrière, il y a le rapport de subordination. C'est-à-dire le rapport d'autorité et de pouvoir de ceux qui dirigent l'entreprise, ou qui dirigent l'organisation. Encore une fois, que ce soit une organisation publique, parapublique ou privée. Et quel que soit le statut. Ça peut être une association. Pareil qu'une entreprise privée, SARL ou SA. Comment dirais-je, à la fois... quand on rentre dans une entreprise et on devient salarié, donc il y a cette autorité et ce pouvoir. Mais cette autorité et ce pouvoir, il y a deux aspects. Il y a un aspect qu'on vit mal, par le prescrit, la contrainte, contrainte de lieu, contrainte de temps, vous avez très bien exprimé les choses, hein, contrainte de successivité des tâches, tu feras ceci, tu feras cela, tu viendras de telle heure à telle heure, dans tel lieu, etc. Donc des directives, des prescrits qui organisent par ailleurs le travail. Donc toute une série de contraintes que l'on vit plus ou moins bien, sont les choses, ça dépend aussi comment c'est exercé, mais en même temps, cette hiérarchie, elle fait des effets d'autorité. Au sens positif du terme, parce que les gens occupent ces places pas pour rien non plus. Ils ont une expérience, ils ont du métier, ils ont des capacités pour certaines de ces personnes là, qui assurent des responsabilités dans les organisations, une capacité d'encadrer, de donner du sens, de donner de la perspective. Quand on est jeune, c'est plus difficile. C'est ce qu'il nous explique d'ailleurs, c'est plus compliqué. Donc on voit bien que quand on accepte de rentrer dans le salariat, à la fois on subit quelque chose de difficile, qui est les contraintes, et en même temps on bénéficie. Si on en sort, alors les contraintes tombent, bien entendu, mais la dimension positive de ce qu'apportait le salariat, c'est-à-dire un rapport organisé avec des personnes d'expérience, il faut le reconstruire. Il faut le reconstruire autrement. Troisième dimension, quand on rentre dans le salariat, on rentre dans une organisation. Dans un certain nombre de ces organisations, il y a des retours d'expérience. Il y a des moments de professionnalisation.
il y a des situations où l'organisation est apprenante. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que ces situations qu'on pourrait dire vertueuses sont de moins en moins nombreuses. La financiarisation de l'économie, que ce soit des entreprises privées, mais aussi des organisations publiques, avec les pressions budgétaires, fait que ces temps qui sont des investissements pour les organisations, ces temps se réduisent considérablement. Considérablement. On le voit dans toutes les organisations, à l'hôpital en particulier, mais aussi à l'université, que je connais pas mal, et d'ailleurs aussi dans les entreprises privées. Et donc ces temps de délibération, ces temps où l'organisation est apprenante, se réduisent à l'heure actuelle. Et on comprend très bien la volonté de trouver une démarche, une forme, où on est en soit en capacité de reconstruire ces temps. Alors, là, je vous dis ça avec un an de recul. Quand on est parti dans la même barque, j'ai pas ça en tête. Moi, j'ai été enthousiasmé par leur enthousiasme, hein, disons les choses simplement comme ça. Voilà. J'ai trouvé un groupe qui était avec une pêche d'enfer, un projet qui me plaisait, sur le plan professionnel, sur le plan politique, une volonté de rentrer dans un travail de manière professionnelle avec du sens, une volonté de faire en sorte que ce travail soit en phase avec les grands enjeux de notre société, donc avec un sens, on pourrait dire politique, au sens, pas politicien du terme, mais politique au sens sociétal du terme, et puis un engagement, une volonté d'apprendre, une soif d'apprendre, Anna, apprendre, soif d'apprendre, pour un enseignant, c'est agréable. Hein. Voilà, ça vous donne du sens à votre propre travail. Et donc, c'est l'enthousiasme. Mais maintenant, avec le repli, ce que je constate, c'est quand même ces trois grandes questions. Mettre à distance ce salariat, leur expérience nous réinvite à réfléchir le devenir du salariat ou d'autres formes d'emploi, mais avec finalement ces trois grandes questions. L'emploi est derrière comment on assure collectivement du revenu et on le partage. Ce qu'assure le salariat classique, mais qui ne s'assure pas du tout quand on sort de ce salariat. Un espace, comment revisiter la question hiérarchique, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon académicien la coopération verticale. Comment peut-on coopérer de manière verticale? Mais quand on coopère verticalement, c'est dans les deux sens. Et pas simplement dans le prescrit allant du haut vers le bas. Hein? Mais on sait bien que pour qu'on puisse coopérer aussi du bas vers le haut, il faut des éléments d'autorité, il faut des éléments de repère, ça ne se fait pas comme ça. Et puis la troisième grande dimension, c'est ces fameux lieux de délibération, cette organisation apprenante, ces retours d'expérience, ces façons de se confronter aux sciences sociales, aux concepts, cette façon de se confronter aux difficultés du réel, de l'écart entre le prescrit et le réel, comme la nécessité de ces lieux de délibération qui sont, sur le plan économique, de véritables investissements pour les organisations. Et là, on retrouve les grandes questions clés, de mon point de vue, à travers cette expérience, de choses qui font écho à ce que vous pouvez rencontrer les uns et les autres dans vos propres organisations, comme même des questions clés de la politique du travail aujourd'hui. La politique du travail. Vous savez qu'on a aussi, on contribue à la dynamique d'une association qui s'appelle Travail et Politique, quelques amis qui sont là aujourd'hui, parce que le rapport entre travail et politique est vraiment une question préoccupante. Et là, on a, je dirais, des éléments de politique en œuvre. On a des éléments de politique au travail en œuvre. Voilà, c'est ce qui me passionne dans cette expérience. Vous voyez la façon dont le ton que je prends qui fait que faut que je m'arrête parce que sinon... voilà. Mais c'est vraiment passionnant. Alors, on va en discuter tous ensemble. Voilà quelques mots de complément à vos exposés sur vos deux expériences. Et la tienne, Sarah, que je ne connaissais pas, je suis ravi de la connaître par ton exposé. Merci Christian de cette mise en perspective de ces deux témoignages. Donc, merci à vous de ces descriptions de deux initiatives de deux jeunes collectifs. Donc la parole est à vous, à la salle. Je vous propose de prendre plusieurs questions qui peuvent s'adresser à l'un à l'autre des deux collectifs ou à Christian. Voilà. Vous pouvez apporter aussi votre propre témoignage en réaction aux questions qui ont été abordées. Merci.
Pascal Etienne, ergonome au ministère du Travail, et puis ancien responsable d'une structure de conseil qui s'appelait l'Impact, l'Institut pour l'amélioration des conditions de travail. Et justement, je voudrais soulever un problème que vous n'avez pas abordé, qui a été abordé, mais je dirais à l'envers ou en contrepoint par Christian, c'est la question du coût. Parce qu'il a parlé d'investissement, il a parlé de report salarial, mais tout ce que vous présentez, me semble-t-il, un coût représente du temps passé, représente éventuellement des déplacements, des financements de revues, de textes. Et il se trouve que dans la structure où je suis actuellement, la question se pose un petit peu du temps qu'on passe à délibérer ou à parler du travail. Mais dans la structure où j'étais avant, donc la structure de conseil en ergonomie, la question du coût se posait de manière très très forte. Et on passait beaucoup de temps entre ergonomes, pas juniors, mais pas forcément très expérimentés, à délibérer entre nous des interventions, et on organisait un réseau de formateurs ou d'intervenants avec lesquels on avait parfois des rapports, je dirais, institutionnels, enfin de type, on les faisait travailler, clairement. Parfois, c'était des gens qui étaient dans la sphère, à l'époque de la CFDT, qui étaient ergonomes intervenants dans d'autres structures. Et donc, on passait un temps important à délibérer, à discuter, un peu comme vous le faites. Mais pour moi, en particulier, en tant que responsable de cette structure, parfois, je me disais, mais le temps passe, et c'est du temps consommé qui ne sert pas à l'intervention. Donc, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et parfois, je m'arrachais les cheveux, d'ailleurs j'en ai perdu beaucoup, en voyant certains collègues passer un temps que je considérais en tant que responsable de la structure très important, et j'ai même en tête un collègue particulièrement inventif, particulièrement dynamique, et qui avait tendance à ne pas se poser la question du temps rentable pour la structure, et donc c'était vraiment quelqu'un qui pour moi était représentatif de cette question des coûts, qui n'était pas tout à fait gérée à mon avis dans sa tête, et qui moi me préoccupait beaucoup. Donc, voilà, comment, alors, qu'on ait un rapport salarial ou pas, enfin, qu'on soit membre de manière définitive d'une structure ou en CDI ou pas, cette question de l'investissement, mais du coût, me semble-t-il, se pose. Comme il y a quelques économistes dans la salle, ça m'intéresserait aussi de voir quel est leur point de vue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas investir à l'infini, sinon il y a un déficit budgétaire et puis on est rattrapé par la Commission européenne, donc que faire? Bonjour, moi je suis en entreprise depuis 30 ans et auparavant j'ai commencé à travailler dans l'administration. Je trouve que ce sujet de l'apprenance, du travail en réseau, de la capacité à être autonome et à réinventer les relations du travail, il existe en entreprise. Moi, je suis dans une grande entreprise publique qui s'appelle la SNCF et on est effectivement sur ces thèmes, parce que c'est une entreprise très hiérarchisée dans laquelle le taylorisme a été poussé assez loin. Et les comportements d'autorité qui étaient décrits par les jeunes intervenants existent. Et effectivement, pour redonner du sens au travail et au contenu de ce que font les collaborateurs, on est obligé de questionner cette relation d'autorité, d'organiser ce que vous avez appelé l'échange hiérarchique vertical, de faire des groupes et des réseaux apprenants, de faire du mentoring et du reverse mentoring, c'est-à-dire, bon, par exemple, moi j'ai passé 60 ans, j'ai un jeune cadre qui m'initie aux techniques numériques et à l'utilisation des outils modernes. Voilà, donc c'est simplement un témoignage pour dire que je trouve que vous êtes sur un vrai sujet et que le travail que vous faites, il est aussi utile aux entreprises, pas seulement aux cabinets de conseil dans lesquels vous allez peut-être travailler, mais aussi chez les clients chez lesquels vous allez intervenir, parce que c'est un vrai sujet d'actualité. Il y a un grand appétit des jeunes salariés, notamment des jeunes cadres, à retrouver de l'autonomie, à retrouver du sens, à imaginer des nouvelles formes de relations. Votre autorité hiérarchique, elle n'est plus admise si elle n'est pas accompagnée d'une autorité de compétence. Dans l'autorité de compétence, il faut la capacité à faire travailler en réseau et une certaine envie d'aider tout le monde à grandir ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Je me sens que ça fait un peu résonance avec ce que vous avez développé. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Fabrec. Je suis syndicaliste, je suis là un peu par curiosité. J'aurais deux questions une question à chacun des deux groupes. La première, vous avez
vous insistez beaucoup sur les jeunes pratiques, la nécessité d'élaboration de jeunes pratiques pour les ergonomes. Est-ce à dire que vous êtes très critique sur les vieilles pratiques des ergonomes? Ma deuxième question, c'est pour l'autre groupe, c'est j'ai quand même l'impression que votre perspective, c'est une perspective autogestionnaire, quoi. Et donc la réflexion que vous initiez en interne sur vous-même, c'est typiquement une réflexion sur l'autogestion, quoi. Est-ce que vous assumez ça? Est-ce que vous avez pris des contacts avec des organisations comme l'Association pour l'autogestion qui serait très intéressée par ce que vous faites, je pense? Voilà. Vous avez évoqué les problématiques économiques qui sont bien sûr tout à fait normales dans toute entreprise. Et d'ailleurs, même l'intervention ergonomique, comprendre pour transformer, c'est un des fondements disons, ça fonde la pratique même de l'ergonomie. Et du coup, je voulais juste préciser que ce qu'on a fait remonter là, on sait bien que si ça ne se passe pas dans les cabinets aujourd'hui, c'est pas... les cabinets rencontrent aussi leurs difficultés, cabinets ou autres structures, les autres structures. Et donc du coup, c'est en aucun cas une attaque. On comprend qu'eux aussi ont des difficultés pour pouvoir mettre en œuvre une façon un peu différente de parler du travail et de mettre en débat les pratiques. Voilà, donc et alors par rapport aux jeunes pratiques, c'est pas la première fois qu'on nous titille par rapport à ce sujet-là. Alors les jeunes pratiques, en fait, pourquoi on l'a appelé jeunes pratiques? C'est pas jeune, différent de vieux, mais c'est plutôt, on voulait donner un statut en fait à nos pratiques pour pouvoir les porter et réfléchir ensemble. Alors jeunes pratiques, c'est vrai que c'est peut-être un mot qui peut porter à confusion, mais ce qui est clair pour nous, c'est qu'on a autant à apprendre des vieilles pratiques que des jeunes pratiques. Et c'est pas... c'est en aucun cas une mise à côté, une mise à l'écart de praticiens plus confirmés. Oui, alors sur la question des coûts, c'est évident que le temps passé à cette délibération, c'est du temps qui ne sert pas à l'intervention. Mais nous, on estime que c'est vraiment quelque chose qui sert aussi l'étude à l'intervention. C'est aussi des moments d'échange de compétences, de développement de ressources matérielles, comme diraient nos pairs. Et on ne peut pas concevoir... alors des fois, on est pris justement dans des... On a beaucoup de boulot, on n'a pas forcément le temps d'échanger. Et c'est vraiment quelque chose qui nous embête beaucoup parce que c'est à nos yeux très très utile. Pour le travail ensuite. C'est comme un moment de régulation en fait. Et sur l'autogestion, je pense que... Alors c'est peut-être une forme d'autogestion, mais il y a un parrainage aussi, puisqu'on est avec Atemis et on pense qu'il y a un transfert de compétences qui est nécessaire, parce que nous, on a un petit peu de connaissances, des idées, mais pas encore beaucoup d'expérience, et on a besoin d'échanges, d'expériences avec nos pairs plus âgés, qui ont plus d'expérience. Donc c'est une forme d'autogestion, mais je dirais peut-être parrainée. Voilà. Oui, peut-être pour rebondir encore sur cette question de l'autogestion. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Morgane. Après, ce qui est intéressant aussi dans justement quand vous parlez de cette autogestion, nous on recherche aussi pour fonctionner, donc pour que Page ait cette structure assez atypique on prend aussi des idées sur des collectifs qui existent. Donc militantes et associatives, etc. Et on regarde aussi ce qui se passe à l'intérieur, parce que aussi c'est un très bon moyen de voir comment on peut réguler par exemple le fonctionnement interne, comment on peut
faire des réunions qui ne durent pas des heures, mais essayer de trouver des techniques d'animation. Donc on essaye de s'appuyer quand même sur des collectifs qui prônent, donc militants, qui prônent cette autogestion. Ensuite, sur le point sur la communication auprès des dirigeants, je trouve que c'est une super belle idée. Pourquoi pas ensuite créer une collaboration entre nos deux collectifs pour écrire ensemble, pour porter le message des sciences sociales ensemble. Voilà, je suis tout à fait, je pense qu'on est tout à fait prêt à le faire. Voilà. Un mot également sur la question de l'investissement. Bien sûr, c'est effectivement un investissement. Voilà, c'est effectivement un investissement. Peut-être deux remarques. La première remarque, l'intérêt d'avoir créé Page, je pense, fait que le besoin d'investissement pour nos jeunes collègues est très certainement plus important que pour ceux qui ont plus d'expérience. Donc on n'est pas dans les mêmes nécessités d'investissement lorsqu'on rentre dans le métier ou lorsque l'on est déjà dans le métier. Ça, c'est intéressant et important parce que ça veut dire que cette question des investissements immatériels, notamment retour d'expérience, formation, etc., ce sont des choses qu'il faut aussi pratiquer avec discernement selon les types d'activités et les conditions dans lesquelles les gens sont engagés dans leur travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on fait que des investissements, c'est comme si on avait une entreprise industrielle qui ne devait qu'acheter que des équipements. Les SNCF ne feraient qu'acheter des équipements et ne devraient pas tourner les trains. Alors, on est sympathique d'inventer toujours des nouvelles locomotives, mais si on ne veut pas marcher les trains, bien sûr, la finalité de l'affaire ne marche pas non plus. Donc il y a besoin ici, alors c'est plus compliqué quand on est dans l'investissement matériel, c'est à peu près ça, c'est déjà très compliqué, mais compte tenu du rapport à la gestion, c'est quelque chose sur lequel maintenant il y a quand même des habitudes, ne pas faire des surinvestissements, mais bien des investissements qui sont adaptés au développement d'une entreprise industrielle. Quand on est dans l'investissement immatériel, notamment dans les activités de service, c'est un peu plus compliqué parce que l'investissement est à la fois une dépense et en même temps une dépense en temps. Parce que c'est du temps, comme tu disais, c'est du temps. Alors, c'est ce temps-là qu'il faut réguler. Et effectivement, il faut avoir à un moment donné un référentiel. Pas forcément une norme absolue, mais quand même avoir un référentiel. On n'est pas en capacité aujourd'hui de donner ce référentiel selon les professions, parce que ce n'est pas forcément les mêmes selon les professions. Mais en gros, nous, on tourne autour à peu près de 20% de notre temps qui est en investissement immatériel. C'est pas si mal. Donc, mais je pense que pour Page, c'est plus de 50% qui est en investissement immatériel. Donc d'avoir un repère raisonnable, mais en même temps adapté à l'évolution de nos activités, c'est essentiel. Et évidemment, ne pas non plus tomber dans dans quelque chose qui serait un petit peu dénué de bon sens, qui serait de faire que des retours d'expérience et de faire que des échanges ou d'être plongé dans les bouquins. Voilà. Donc là, il y a effectivement quelque chose à essayer de dresser qui renvoie finalement à des questions de gestion cette fois-ci. Mais des gestions pas dans une logique gestionnaire. Un outillage de gestion, mais adapté à la politique, à la stratégie de l'organisation telle qu'elle s'est fixée au regard du sens du travail et de sa finalité. Dans la même idée que ces investissements là, immatériels, il y a une dimension aussi... parce que finalement, l'idée qu'avec les jeunes, on nous dit, mais les seniors, ceux qui sont partis à la retraite. Alors, en plus, dans Artémis, certains commencent à passer à la retraite. Voilà. Et donc, on est en train d'essayer de mettre au point, inventer là aussi, essayer d'innover, et de mettre un système dans lequel des anciens consultants, ou des anciens chercheurs consultants, qui passent à la retraite, mais qui ont envie de continuer à avoir des activités d'intervention, le fassent, mais dans un rapport renouvelé, cette fois-ci aux jeunes. Alors l'un d'entre nous fait partie du réseau. Il n'est pas là, malheureusement, parce qu'il a aussi des responsabilités politiques qui font qu'il n'est pas là, mais il fait partie du réseau Page, et on est dans l'idée de continuer. C'est-à-dire d'avoir, cette fois-ci, des idées
on va dire, de solidarité entre générations, de telle manière que ceux qui sont passés à la retraite et qui ont envie de continuer à intervenir aient le moyen. Et alors là, le temps n'est pas le même, parce que la disponibilité temporelle est plus grande, donc le rapport au temps et aux questions économiques que pose le temps n'est pas le même. Enfin, il faut aussi considérer que, au regard du temps, le temps ne se compte pas de la même manière quand on est passionné. C'est-à-dire que, bien entendu, on a besoin de faire des investissements, mais vous savez, vous et moi, parce que vous êtes tous là, et vous êtes certainement passionnés par toutes les questions de vos emplois, de votre travail, et pour ça que vous êtes là d'ailleurs, mais on ne compte pas le temps exactement de la même manière. Alors, en gros, c'est des investissements gratuits si on est trivial du point de vue économique. Oui, c'est gratuit sur le plan monétaire, mais qu'est-ce que c'est bon? Et qu'est-ce que c'est intéressant? Et donc, il ne faut pas non plus négliger le fait que lorsque le métier a du sens, lorsqu'il y a une portée sociale et politique, il y a une capacité d'énergie qui échappe à la situation comptable. Il y a ici une ressource économique qui a un autre fondement que l'échange marchand, qui est l'intérêt à ce que nous faisons, et l'intérêt, voire même la passion, que nous pouvons avoir, y compris dans les échanges, et je veux vous dire, intergénérationnel, c'est formidable. Voilà. L'économique n'est pas que le comptable. L'économique, c'est aussi quelque chose qui relève d'une dimension plus immatérielle qui est liée au sens de notre métier et à la qualité des relations dans le travail que nous sommes capables d'engager. Et ça ne touche pas que nos métiers, vous avez tout à fait raison, la SNCF, c'est formidable. En tout cas, ce que vous avez dit, il faudrait qu'on y revienne, parce que ça vaut vraiment le coup d'explorer cette expérience, parce que je suis persuadé que ce qui se dit ici n'est pas du tout l'apanage des laboratoires de recherche et d'intervention comme Atimis ou des cabinets conseils. Vous avez tout à fait raison. C'est des questions du travail contemporain, quelle que soit finalement l'entreprise et la structure. Je pense que votre remarque, elle était particulièrement bienvenue. Et ça vaudrait le coup, à un moment donné, en phase des échanges, y compris avec des jeunes cadres de la SNCF, pour revenir avec Page et nous-mêmes, pour comprendre sur quoi ça se joue et comment ça peut se construire. À l'intérieur de Page elle-même, tout le monde n'est pas... tout le monde est dans ce métier des études, mais tout le monde n'est pas... dans une... c'est pas de l'autogestion au sens classique du terme. Il y a une dimension autogestionnaire, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, dans Page, certains sont à plein temps, au sens mettre le temps à plein dans cette question-là. D'autres sont à salariés à mi-temps dans des organismes, on va dire classiques, et d'autre part à mi-temps dans l'activité de Page. Deux autres sont dans Page, mais sont un salarié à plein temps ailleurs. L'un dans un cabinet, l'autre pas du tout dans un cabinet, l'autre c'est un organisme d'intermédiation qui vise à développer dans le Nord-Pas-de-Calais des logiques de développement durable et notamment de changement de modèle économique d'entreprise. Donc une fonction qui n'est pas une fonction de consultant mais d'intermédiation. Donc ici, c'est pour ça que l'autogestion est une référence intéressante, mais en même temps c'est pas complètement de l'autogestion parce que il y a une dimension de réseau, il y a une dimension qui touche dans Page, dans leurs activités, des collègues qui n'ont pas exactement le même métier. Donc, je souligne ce point-là parce que, de mon point de vue, bien entendu, les intervenants, les consultants, ergonomes, philosophes, sociologues, qui rentrent dans ces métiers, ça les interpelle immédiatement. Mais en même temps, pas seulement eux. Voilà. Et je serais extrêmement intéressé qu'à un moment donné, on puisse avoir un échange avec les jeunes cadres de la SNCF engagés dans les pratiques que vous venez de nous indiquer. Voilà, juste ces quelques remarques. Dernier point, c'est sur les questions de la connaissance. Le problème de la connaissance, c'est un problème d'appropriation de la connaissance. On peut lire plein de bouquins, on peut suivre plein de cours avec des enseignants formidables. Ça marche pas. Ça marche pas si c'est pas approprié. Cette appropriation, elle passe par la vie, elle passe par l'expérience. On dit souvent, pour nous, l'expérience est première par rapport à la connaissance. Autant dans les sciences expérimentales, ça se discute. C'est-à-dire en physique, en chimie, etc., l'avancée des connaissances scientifiques, quelquefois, précède les pratiques opérationnelles de R&D qui vont aller ensuite dans des projets industriels ou des projets d'entreprise. Et donc, les sciences fondamentales, quelquefois, précèdent la pratique, même généralement. Mais dans les sciences sociales, non.
Dans les sciences sociales et humaines, l'expérience est première par rapport à la connaissance. C'est un fondement absolument essentiel. C'est d'ailleurs pourquoi il est aussi important de faire les retours d'expérience, parce qu'il n'y a pas, sans retour d'expérience, de connaissances appropriables réellement. Souvent, alors c'est pour ça aussi que quelquefois beaucoup de gens utilisent plein de mots. Vous entendez à la musique de ces mots que c'est creux. Alors tous les mots sont là, hein. Pas toujours dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Mais tous les mots-clés sont là, mais c'est désincarné. Ça sonne faux. C'est un truc, ça n'embraye pas. On n'en fait rien. Beaucoup de chercheurs et d'intellectuels qui sont très doués pour ça. Bon. Mais en même temps, ça n'embraye pas parce que l'expérience n'est pas là. C'est pas incarné, c'est pas vécu. Ça sort pas des tripes. Et donc, ce n'est pas véritablement approprié. Et donc, la nécessité de passer par l'expérience est une nécessité. Pas seulement pour les jeunes, pour nous qui sommes nettement moins jeunes également. Merci d'avoir le micro. Je voulais faire juste 2-3 remarques par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure. Cette idée que le temps d'investissement matériel est plus important pour les jeunes que pour les plus anciens, je pense que c'est un problème très important parce qu'en même temps, la difficulté des structures, c'est de garder les jeunes. Et donc plus ça demande un temps important, mais sur des jeunes dont on n'est pas sûr qu'ils vont rester, ça pose de vraies questions économiques. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas séparer l'investissement qu'on sent sur des jeunes avec une ambition qu'on a pour eux et avec eux. Parce que sinon, effectivement, ça rentre en contradiction. Les jeunes qui risquent de partir très vite, à mesure même qu'on les forme, ça dissuade de les former. Il faut donc que le projet d'investissement soit réellement un acte économique dans lequel ce qui se joue, c'est la possibilité de faire projet commun. Ça, je pense que c'est vraiment important. Donc c'est une affaire qui convoque une réflexion managériale, stratégique, je dirais, essentielle, et qui ne peut donc pas regarder uniquement du côté de la dépense isolément prise. Deuxième aspect, Christian évoquait ça, c'est que dans la façon de compter le temps, c'est plus simplement un problème de seniors, c'est un problème de papy, et que effectivement le temps des papys ne compte pas de la même façon que les seniors. Les seniors sont très chers, les papys ne sont pas chers du tout. Et donc, fort heureusement, la démographie plaide pour une réduction assez drastique des coûts de ce côté-là, parce que ça, je pense qu'on n'en manquera pas. Et le dernier point, c'est même sur lequel je voulais insister, parce que ça, c'est quelque chose à quoi on est sensible dans les différents rôles que nous avons de responsables d'organisations diverses. C'est que la discussion sur une évolution du salariat, du rapport de subordination, ça passe aussi par le fait que les salariés ne considèrent pas que tout passe par l'entreprise. Et qu'il y a des investissements qui relèvent aussi de leur propre autorité, de leur propre autonomie. On est assez placé pour savoir que c'est un peu embêtant d'entendre, par exemple, je parle d'ergonomes pour le coup, salariés dans des organisations rechigner à prendre une cotisation sur ceci ou cela, au motif que ce serait, comme ça fait partie du boulot, à l'entreprise. Je ne vais pas discuter à la marge, mais ce type de rapport-là, à quelque chose qui considérerait que, du fait que ça concerne le métier, ça ne les regarde pas en tant que geste économique. Ça ne va pas. Alors ensuite, c'est à mettre à l'échelle quelques sommes en cause, mais je parle bien de quelque chose qui, dans le principe, ne peut pas être compatible avec les choses dont nous parlons. Donc il y a bien un problème qui concerne le périmètre même dans lequel doit être regardée la capacité de financer. Ça échappe à l'entreprise. À la fois du côté de la possibilité de solliciter des ressources qu'elle ne paie pas, aussi la possibilité que les salariés ne se sentent pas quittes de certaines décisions qu'ils ont à prendre, et enfin la façon de partager dans des effets de réseau, d'entreprise, la manière de prendre en charge des dépenses qui effectivement peuvent être un peu difficiles à supporter à l'échelle de certaines. Voilà. Yves Bonnet, alors je suis syndicaliste. Je suppose que dans vos pratiques, vous rencontrez des syndicalistes, peut-être des organisations syndicales. Donc j'ai deux questions. Quel est votre regard sur les syndicalistes et les organisations syndicales qui sont aussi des intervenants sur les questions du travail? Donc vous êtes à la fois en coopération, concurrents, je ne sais pas, et puis par l'intermédiaire des CHSCT notamment,
les syndicalistes et les organisations syndicales peuvent être des demandeurs, voire des prescripteurs d'intervention. Voilà. Alors ce qui m'intéresse, c'est surtout les rapports éventuels, possibles, à construire, de coopération entre vos métiers et le métier de syndicaliste, si je peux parler ainsi. Jean-Marie Bergère, donc un des animateurs de l'association Travail et Politique. Les présentations qui ont été faites sous l'égide des jeunes pratiques et puis d'une association junior, donc de la jeunesse, m'amènent à une proposition d'une réflexion en opposant deux choses, l'âge et la génération. Dans ce que vous avez dit, ce qui était prépondérant, c'est la question de l'âge. C'est-à-dire qu'on entre sur le marché du travail, on nous confie des tâches très subalternes, c'est plus que les photocopies, mais c'est les entretiens, et puis dès que ça devient sérieux, l'analyse, là c'est les grands qui le font. Donc toute une revendication, y compris pour imposer notre style de travail, lié aussi au fait voilà, qu'on entre sur on a des besoins spécifiques qui sont liés à notre âge, mais en même temps, notre objectif est de devenir grand, donc d'apprendre le métier tel que les grands, les adultes, les seniors le font, d'apprendre auprès d'eux et de petit à petit trouver nous aussi notre place dans ce monde du travail, parce qu'on sait que être jeune, c'est quelque chose de relativement temporaire. L'analyse de l'autre côté, en termes de génération, a affleuré par moments, mais était beaucoup moins présente. Ça serait une analyse en termes de... nous sommes une génération qui avons par exemple vécu avec les outils numériques depuis notre berceau. Nous sommes beaucoup plus proches de pratiques d'entreprises, petites entreprises qui font du coworking, qui travaillent dans des ateliers décentralisés, qui font, peu importe, qui travaillent sur des objets différents, beaucoup plus peut-être dans l'industrie culturelle, la communication, etc. Et on a beaucoup plus de proximité du fait même de notre génération avec ces entreprises-là. Et donc ça serait une manière de faire de l'ergonomie vers d'autres publics que les seniors, auxquels les seniors ne comprennent rien, ou pas grand-chose, et peut-être de faire une ergonomie du coup différente, une pratique en tout cas d'intervention en entreprise différente. Est-ce que vous reconnaissez derrière ce genre d'opposition, est-ce qu'il y a un peu des deux, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose que vous avez, à mon avis, peu revendiqué, c'est-à-dire aussi prendre en compte un effet de génération. Et ça, une génération, on reste jusqu'à la fin de ses jours d'une génération, jusqu'à la fin de sa vie d'une génération, contrairement à l'âge, qui est une donnée relativement éphémère. Oui, bonjour, Philippe Allman. Je suis consultant d'organisation et je me posais la question du titre de votre soirée. Je me posais la question de savoir si c'était le travail qui était en quête de liberté ou si c'était pas tout simplement les individus, les personnes, les salariés qui étaient en attente d'autonomie, de liberté de choix et de reprendre possession d'une trajectoire individuelle. Et quand on pose la question du travail, il me semble qu'on a peut-être aussi intérêt à observer les différents travaux au travail, les différents travails qui existent. C'est-à-dire, on pourrait penser qu'il y a un mouvement univoque d'une société qui veut accoucher d'un travail libéré, mais en fait, vraisemblablement, ce que l'on observe, et vraisemblablement est corroboré par ce qu'on observe, c'est qu'il reste du travail contraint, qui a encore un bel avenir, et qui va concerner des millions de personnes. Et il y a d'autres types de travail qui en fait trouvent des aboutissements, des autonomies, des libertés et des projets. Et donc cette question, je pense qu'il faut peut-être un peu plus, il faut sans doute la creuser, notamment dans les questions qu'on va poser dans qu'est-ce qui va faire solidarité, qu'est-ce qui va faire société dans le travail et ailleurs. Et puis on sent aussi qu'il y a des résurgences des paradigmes anciens. On dira il faut convaincre les dirigeants. Cette question, on peut se la poser maintenant. Faut-il convaincre les dirigeants? Faut-il convaincre ses pairs? Parce que les dirigeants qui ne sentent pas ce mouvement ou cette attente, peut-être qu'ils ont perdu la vision d'un avenir et que ce n'est pas forcément les bonnes personnes. Non, il y a vraiment sur la question du travail et de sa quête,
et des différents travails qui nous sont exposés dans la société, une confrontation longue qui nous attend entre, si ce n'est des modèles, mais des réalités qui interrogent énormément ce qui va faire société, ce qui va faire solidarité, ce qui va faire trajectoire, ce qui va faire collectif, etc. Je ne veux pas être trop long, mais c'est plutôt des questions et une... Oui, donc je suis membre de Page et il se trouve qu'en parallèle, je travaille pour les CHSCT, les comités d'entreprise. Tout à l'heure, Christian Luther parlait justement d'activité en salarié en même temps que Page. Donc c'est mon cas. Pour répondre à la question, je pense que ce qui a été dit un petit peu là et les transformations contemporaines du travail invite, à mon sens, à repenser un petit peu l'action syndicale, invite à redonner la place, une place essentielle aux individus et une place essentielle au collectif de travail, mais collectif dans un sens différent que dans le sens qu'on peut l'entendre dans le syndicalisme. Je pense le collectif de pairs pour discuter de l'activité du travail et pas forcément discuter de questions liées aux revendications qui sont plus liées à l'activité syndicale. Et je pense que du coup, ça soulève un certain nombre de questions et de difficultés dans le sens où les organisations syndicales, les représentants du personnel au sens large, sont souvent empêtrés, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais sont souvent dans des problématiques qui sont un petit peu à l'écart de ça. La question du salaire, du temps de travail. Moi, je travaille beaucoup dans les cadres de plans sociaux. Quand on a des représentants syndicaux ou des élus du personnel qui passent tous les ans leur temps à négocier des PSE, il est clair que ça pose un certain nombre de difficultés pour penser d'autres manières de penser le travail, le rapport des individus au travail. Donc je pense que c'est une limite. En même temps, il y a certains mouvements qui laissent à penser que c'est possible d'avoir un autre rapport. Je pense à certaines expérimentations qui ont été menées d'ailleurs auprès de différents syndicats. Donc moi je pense qu'il y a une évolution qui est possible, mais c'est pas évident en tout cas. Et ça rejoint par rapport au CHSCT cette idée-là. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure entre nous. On parlait de cette question. Et moi ce que je peux constater, c'est que dans un certain nombre de cas, c'est très difficile de dépasser la logique du représentant du personnel qui est de défendre les salariés. Par exemple en CHSCT où finalement l'un des buts des représentants du personnel, c'est de mettre en face l'employeur face à sa responsabilité, notamment en termes de santé ou de sécurité. C'est difficile de dépasser la dimension conflictuelle, en même temps c'est possible justement. Il y a parfois des cas où ça se passe très bien et on peut avoir une dimension constructive qui correspond peut-être plus aux enjeux actuels. Donc de manière générale, je pense qu'il y a un certain nombre de difficultés structurelles qui sont liées à la manière dont les choses se sont construites, dont les syndicats, dont les élus du personnel se sont construites à grande échelle d'un point de vue historique. Mais en même temps, ça invite à les repenser et je ne pense pas que ce soit... Il y a des freins, mais c'est possible de modifier un petit peu les choses. Donc moi, je vais prendre la question peut-être de Jean-Marie Berger, c'est ça, sur cette notion un peu de jeune. Donc vous avez distingué l'âge et l'effet de génération. Alors, c'est un terrain qu'on estime assez glissant de se dire que voilà, les jeunes seraient en fait une population homogène. On s'éloigne on s'éloigne totalement de ça parce qu'on considère qu'il n'y a pas des jeunes, que la population des jeunes c'est un public hétérogène, comme le dit notre fameux Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot. Et ça, on l'a vu, on a pu le constater sur le réseau, donc, et si on parlait travail qu'on a constitué, c'est qu'on s'est posé la question justement un peu, on s'est dit, allez, on va questionner cette spécificité des jeunes au travail, mais finalement, il n'y a pas d'idée commune en fait là-dessus. Et on voit bien qu'il y a des attentes différentes
au sein même de notre génération. Donc voilà, nous on est... donc voilà, avec les jeunes qu'on a rencontrés, on s'est vraiment aperçu par rapport à leur parcours, par rapport à leur métier, qui avaient différentes attentes sur le travail et qu'on ne peut pas... Enfin, voilà. Par rapport aussi à la différence là, entre génération et âge, alors je partage votre point de vue. Après, peut-être que le fait qu'on ait grandi avec une société où il y a, alors bon, sauf que on pourrait dire c'est un peu peut-être idyllique, mais open data, tout ce qui est partage de connaissances gratuites et tout ça, peut-être qu'on met du coup un statut un peu différent entre ce qui nous appartient et qu'on ne peut pas partager et ce qu'on peut partager sans risque. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose et du coup qui fait, parce que là, par exemple, dans le cas de notre commission, ça veut dire qu'on va venir parler de nos pratiques, donc aussi de nos outils, de nos méthodes, qui finalement sont notre valeur ajoutée finalement, donc c'est ce qu'on vend. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait cette volonté de se détacher, que ça nous appartient monétairement, en se disant que le fait de le partager, c'est pas ça vraiment qui nous appartient, mais au contraire, c'est une occasion de pouvoir apprendre plus et du coup, de toujours mettre en mouvement finalement la connaissance. Là aussi, un ou deux mots. Sur le rapport au syndicat, c'est encore trop tôt, je pense, quoi. En tout cas, il y a à travers l'expérience de Brian, qui est donc dans un cabinet qui intervient auprès des CHCCT, qui est agréé, intervention auprès des CHCCT. Et puis Romain, qui n'est pas de Page, mais qui est d'Athémisme, qui n'est pas d'une génération très éloignée que nous a mis de Page, qui intervient aussi dans ce cadre-là. C'est un peu tôt pour voir comment les choses peuvent se transformer, notamment à travers l'intervention de cette génération. Voilà. Mais le sentiment que j'ai, c'est que, et ça me fait rebondir du coup sur ce que disait Jean-Marie, le sentiment que j'ai, c'est que les générations plus récentes, en fait, le syndicalisme n'a pas du tout la même histoire. C'est pas une institution comme nous, quand nous on avait 20 ans, une institution héritée de l'histoire, représentative de, on dit les syndicats représentatifs de la classe ouvrière ou des travailleurs. Pas du tout le cas. Le syndicat, c'est une organisation. Qu'est-ce qu'ils font? Ah bon, t'es syndicat, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais? En quoi t'es pertinent? C'est-à-dire que la question de la dimension institutionnelle, la portée institutionnelle de ce qu'était le syndicalisme de notre génération n'est plus du tout la même. Parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé. Et du coup, il y a une réinterpellation de ce que fait le syndicat, de ce point de vue-là, du point de vue de ce qui est réellement engagé, qui est beaucoup plus... Le rapport au réel est beaucoup plus fort que le rapport au symbolique. Et à la forme de la représentation. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que ça permet de revenir... Parce que dans toute une série de situations, les syndicats, en fait, s'intéressent à la question du travail. Dans plein d'autres situations, non. Et au nom, quelquefois, de grands idéaux, ils ne s'y intéressent pas. Et quelquefois, des idéaux plus modestes, ils s'y intéressent. Donc je trouve que le rapport au réel est réintroduit de manière plus forte qu'avant par nos jeunes collègues. De ce point de vue, il y a quelque chose qui relève de l'âge. De ce point de vue, il y a quelque chose de relève. Mais des deux choses que tu disais, Jean-Marie, à la fois quelque chose d'âge, parce qu'il y a une certaine impertinence, ou une certaine ou pas la même itinéraire, par la même connaissance, voilà, on relative plus facilement l'autorité du syndicalisme, pour dire les choses rapidement. Et puis ensuite, donc, et en même temps, il y a une certaine impertinence quand même, disons les choses, ou naïveté, mais cette naïveté, elle permet de lever des élèves qu'on n'aurait pas levés. Voilà. Moi, je trouve, bon, c'est toujours la même chose, ils sont extrêmement modestes, nos amis, donc j'adore ça d'ailleurs, ils sont au CAC, là, c'est en dentelle, hein, vous écoutez, c'est de la dentelle. Hein. Bon. Moi, je vais être moins dans la dentelle, si vous voulez. Ils m'apprennent plein de trucs, hein, alors c'est des effets de génération. Hein. Et je dis un paquet, si je commence à dire tout ce que j'apprends, un paquet de choses. Bon. Donc souvent, j'essaie de leur faire des retours. Mais vous avez parlé tout à l'heure des outils informatiques, là. C'est évident, hein. Moi, j'étais... comme vous, j'ai passé la soixantaine assez mauvais, hein, disons les choses comme ça. Hein, assez mauvais. Il y a qui s'amuse. Et oui, voilà, ça les fait rigoler tellement je suis mauvais. Mais en même temps, j'ai progressé.
J'ai progressé, et Romain est un bon point d'appui pour moi, mais aussi mes autres amis. Donc il y a bien ici des apports, parce qu'effectivement, cette question du rapport aux technologies n'est pas la même. Là, tous les sites internet, là, leur truc, le réseau LinkedIn, c'est ça, je prononce bien, et je ne comprends pas trop comment ça marche, moi, si vous voulez. Bon, je vois. Mais bon, donc là, il y a bien des effets de génération, c'est-à-dire ils sont tombés dans la marmite. Nous, on s'est convertis à la marmite, plus ou moins, avec plus ou moins de talent et de volonté, mais eux, ils sont là. Et donc, il y a des effets comme ça. Alors, il y a des effets moins positifs, ça, c'est des effets très positifs. C'est que il y a des effets moins positifs. C'est-à-dire que l'histoire, bon, est moins, pas toujours connue de la même manière. L'histoire des concepts ou des choses comme ça. Et donc, voilà. Mais c'est moins positif au sens que nous aussi, on a des choses à leur apporter. Donc, c'est bien des effets de génération qui se construisent. Et je pense que la dimension intergénérationnelle est une vraie question. Et la question intergénérationnelle, c'est pas seulement leur génération, parce qu'entre eux et nous, qui avons dépassé la soixantaine, il y a des étapes intermédiaires quand même. Hein. Et donc, il y a aussi des générations qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui sont en même temps tout à fait intéressantes. Donc, je pense que la question que tu poses, elle est tout à fait pertinente, Jean-Marie, mais nos amis, ils sont tellement près du réel, etc., qu'ils sous-estiment la portée des apports qu'ils nous ont. Des cadeaux qu'ils nous font d'une certaine manière. C'est des vrais cadeaux. Des cadeaux au sens où c'est du don contre don d'une certaine manière, comme disait Moss là. Bon. Alors ça, je pense que ça c'est un point vraiment important. Alors ensuite, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, monsieur. C'est-à-dire que tout ça se donne dans des... C'est pas du tout homogène. C'est-à-dire, nous on dit plusieurs fois, la jeunesse, il y a plein de rapports au monde des jeunes qui ne sont pas les mêmes, il y a des apports. Et très certainement, il y a aussi des rapports liés au métier, on appelle ça, nous, dans notre jargon d'athémisme, des communautés de pensée et d'action, si vous voulez. On ne pense pas tous de la même manière, heureusement d'ailleurs, et du coup, on crée des liens qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et cette forme de pensée, elle est quand même liée aussi, en dehors des effets de génération, aux effets de métier ou aux effets de territoire. De ce point de vue, il y a des trajectoires. Et je pense que, là, on est au début du projet. On va très certainement voir apparaître des trajectoires qui ne sont pas les mêmes, de l'hétérogénéité dans ces processus-là, et très certainement de cette hétérogénéité, il faudra y apprendre. Donc l'attention que vous nous tendez, soyez attentifs à ça, à la fois comme interpellation et comme questionnement. En tout cas, je trouve cette interpellation et ce questionnement tout à fait pertinent. Mais bien entendu, on est au début des choses. Voilà. Il y a déjà des formes un peu différentes. Alors là, pour l'instant, on ne voit pas par discipline, mais je pense que je pense à ça parce que tout d'un coup, votre voisin que je connais aussi, qui est un jeune chercheur, lui qui est en train de faire une thèse, l'itinéraire des chercheurs par rapport aux consultants ou intervenants, c'est pas tout à fait le même métier, et en même temps, ça a à apprendre des deux côtés. Mais il y a un débat chez les chercheurs. Est-ce qu'on est chercheur académique, classique, ou est-ce qu'on est un chercheur consultant, intervenant? Est-ce qu'on est un chercheur qui pense que la connaissance, elle vient des livres et de l'académie, ou est-ce qu'on est un chercheur qui pense que la connaissance, elle vient d'abord de l'expérience, et après on confronte cette expérience à l'héritage académique? C'est des postures de travail qui ne sont pas les mêmes, mais c'est des problèmes de temps. Parce que c'est bien plus simple d'être un chercheur, aller dans les bibliothèques et rester dans sa bibliothèque, et de se faire diriger par un directeur de thèse qui fait la même chose, et d'aller faire quelques colloques, se faire des colloques internationaux, que de se confronter au réel des organisations, des entreprises, au réel du travail, qui demande du temps, de l'énergie et de la constance. Et je vous assure que c'est un sacré déplacement du métier de chercheur. Et donc, cette question-là, elle s'opère, je pense, ça va s'opérer, y compris dans des cousins germains, dans des métiers qui sont un peu cousins germains, dans des formes, des trajectoires qui ne sont pas les mêmes. Et ça vaudra le coup, ici, d'en parler. Moi, j'ai encore une fois très intéressé par l'expérience de la SNCF et des jeunes ingénieurs. Il faut absolument qu'on fasse le lien avec monsieur. Très bien. Donc, on arrive à la fin de cette conférence. C'est le troisième temps qui s'ouvre au deuxième étage, autour d'un verre, et ce qui permettra aussi de prolonger les échanges. Juste quelques communications.
Déjà, je remercie les jeunes intervenants, merci beaucoup, et les moins jeunes aussi, de votre présence. Au mois de janvier, il y aura un autre espace d'échange de pratiques, ouvert celui-là aux ergonomes. Donc il y aura aussi la présence de la commission que Sarah représente. Donc c'est la journée rencontre du département d'ergonomie et d'écologie humaine de Paris 1. Donc c'est quelque chose qu'on organise avec François. Et tous les ergonomes et tous les autres professionnels intéressés sont les bienvenus. Ça sera l'occasion de rencontrer les étudiants des promotions de cette année et des anciens qui seront également présents pour témoigner. Le 15 décembre. Le 15 décembre. Le 15 décembre également, c'est la journée annuelle du Club de l'économie de la fonctionnalité de Paris. Et du développement durable. Et du développement durable, donc qui tiendra le 15 décembre une journée qui permettra de capitaliser les expériences de toute l'année. Toutes les vidéos du cycle de conférences de l'année dernière sont en ligne sur le site. Vous êtes invités à les visionner, à les commenter, à les faire diffuser et à les diffuser. Donc voilà, merci beaucoup de votre présence et donc rendez-vous au deuxième étage.